À la une de l'actualité ce lundi de Pâques, au Botswana, Mokgweetsi Masisi, le nouveau président, a prêté serment ce dimanche à Gaborone. Au Nigeria, 2 personnes ont été tuées au cours d'une attaque contre un camp de déplacés du nord-est du pays. Et puis le pape François a célébré ce dimanche la traditionnelle messe de Pâques sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome, devant des milliers de fidèles encadrés par d'importantes mesures de sécurité. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a fait savoir ce dimanche que son pays ne négociera pas avec Boko Haram en vue de retrouver et libérer 39 femmes enlevées à Ngalewa, dans la région de Difa, en juillet 2017. Et ce, contrairement au Nigeria qui a récemment engagé des pourparlers avec ce groupe terroriste. Mahamadou Issoufou estime que la lutte contre le terrorisme au Sahel a besoin du soutien des Nations Unies et des moyens financiers durables. Pour lui, les soldats de la force mixte multinationale présents au Niger infligent des défaites à Boko Haram. Le chef de l'État nigérien a aussi fait remarquer qu'il n'est pas exclu qu'ils arrivent à une victoire face à Boko Haram sur le plan militaire. Dans sa déclaration, Mahamadou Issoufou a également condamné les manifestations contre la loi de finances 2018 qui secoue le pays. Au Botswana, le nouveau président a prêté serment comme chef de l'un des États les plus stables d'Afrique. C'était ce dimanche à Gaborone. Mokgweetsi Masisi, le 5e président du Botswana, a prêté serment ce dimanche à Gaborone. Au cours de la cérémonie d'investiture qui s'est tenue au Parlement, le nouveau président a déclaré que l'une de ses principales priorités en tant que président de ce pays sera de traiter le problème du chômage, en particulier des jeunes. Je jure que je m'acquitterai fidèlement et diligemment de mes fonctions dans la haute fonction de président de la République du Botswana, que je maintiendrai la constitution du Botswana et que je ferai respecter les lois et que je me mettrai au service et au bien-être du peuple du Botswana sans crainte ou faveur, sans affection ou mauvaise volonté, que Dieu me vienne en aide. Affection or ill will. So help me God. Proche de l'ancien président Ian Kamana et un vétéran du parti au pouvoir, le Parti démocratique du Botswana, Mokgweetsi Masisi a aussi promis d'améliorer le traitement et la prévention du virus du sida. Cette passation de pouvoir en douceur entre les deux hommes est intervenue 18 mois avant des élections législatives prévues en 2019. Et 4 partis de l'opposition ont annoncé qu'ils pourraient s'unir afin d'essayer de déloger le Parti démocratique du Botswana au pouvoir depuis la cession du pays à l'indépendance en 1966. Pendant ce temps, au Burkina Faso, les interrogatoires des 84 accusés dans le procès du putsch manqué de septembre 2015 doivent commencer le 6 avril prochain, après des débats de procédure qui ont émaillé sa progression. Vendredi dernier, les avocats de la défense ont décidé de se retirer de l'audience après le rejet par le tribunal de plusieurs listes de témoins, dont celle présentée par les principaux accusés, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Après des débats de procédure qui ont émaillé la progression du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, les interrogatoires des 84 accusés doivent commencer le 6 avril prochain. Vendredi, le tribunal avait procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi et de mise en accusation des inculpés, un document de 200 pages en absence de la quasi-totalité des avocats de la défense. Ces derniers ont décidé de se retirer de l'audience après le rejet par le tribunal de plusieurs listes de témoins, dont celle présentée par les principaux accusés, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. La défense souhaite notamment voir comparaître le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, l'ancien président de la transition Michel Kafando, l'ancien premier ministre Yacouba Zida, des diplomates ainsi que des autorités coutumières et religieuses.
La défense aimerait également entendre les présidents sénégalais Macky Sall, nigérien Mahamadou Issoufou et l'ancien chef d'État béninois Yahi Boni qui avait effectué des missions de l'Union africaine dans le pays pendant la crise. Le tribunal a rejeté des demandes de mise en liberté provisoire déposées par 4 prévenus pour des raisons sociales et de santé, les jugeant mal fondées. Au Mali, un ancien membre présumé d'Ansardine du nom de Al-Hassan a été remis en fin de semaine par les autorités maliennes à la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013. Plus de précisions à travers ce reportage. En croisade contre le terrorisme sous toutes ses formes, le Mali a mis aux arrêts Al-Hassan. Le quadragénaire originaire de la région de Tombouctou aurait été membre d'Ansardine et commissaire de la police islamique entre avril 2012 et janvier 2013. À Tombouctou, on se souvient encore de lui comme étant très proche de Mohamed Moussa, une figure du groupe Ansardine très liée à AQMI. Al-Hassan faisait arrêter les femmes non voilées et les jetait en prison ou les battait. Il aurait également procédé à de nombreux mariages forcés, se rappellent des témoins sur place. Désormais aux mains de la Cour pénale internationale, il est soupçonné d'avoir joué un rôle de premier plan dans la commission des crimes et la persécution religieuse et sexiste infligée par les groupes armés à la population civile de Tombouctou. L'homme est donc poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, soupçonné notamment de torture, viol, esclavage sexuel. On l'accuse aussi d'avoir pris part à la destruction des mausolées des saints musulmans de Tombouctou, crime pour lequel un autre ancien membre d'Ansardine avait été condamné par la CPI en 2016. Son audience de première comparution à la Cour pénale internationale est prévue pour le 4 avril prochain. Ce journal se poursuit. Réunion de donateurs sollicités pour répondre à la crise humanitaire qui frappe la République démocratique du Congo. Les autorités du pays ont finalement décidé de ne pas aller à Genève afin d'y participer. La situation humanitaire en République démocratique du Congo aurait atteint, selon l'ONU, un point de rupture. L'insécurité généralisée y a notamment entraîné le déplacement de 4 millions de personnes. Dans ce cadre, les Nations Unies ont lancé en janvier un appel de fonds de 1,7 milliard pour la République démocratique du Congo. C'est le double du montant demandé en 2017. Alors qu'une réunion des donateurs est prévue pour se tenir à Genève, dans ce cadre, les autorités congolaises se désistent. Le Premier ministre intérimaire José Makila a avancé que c'est la souveraineté de la République démocratique du Congo qui est en question. Pour Kinshasa, l'aide humanitaire devrait être fournie avec le consentement du pays touché sur base d'un appel de ce pays. Et au-delà même des chiffres, le gouvernement de la RDC décide d'ouvrir un débat de fond. Et ce débat de fond, selon le Premier ministre intérimaire, ramène à la résolution 46-182 du 19 décembre 1991 de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle parle de la souveraineté des États. Et cette résolution insiste sur l'intégrité territoriale et l'unité nationale des États qui doivent être pleinement respectées en conformité avec la Charte des Nations unies. José Makila justifie ainsi le refus de Kinshasa de participer à la réunion des donateurs prévue ce mois d'avril à Genève. Allons à présent au Nigeria où 4 adolescentes apparemment envoyées par le groupe djihadiste Boko Haram se sont faites exploser, tuant 2 personnes selon les habitants. C'était au cours d'une attaque contre un camp de déplacés du nord-est du pays. Nous demandons au gouvernement de prendre la situation en main, notamment en déployant des troupes. Nous coopérons avec eux. Avant, nous étions entourés par des forces de sécurité, mais elles se sont retirées et depuis, nous sommes livrés à nous-mêmes. Ils nous ont laissés sans munitions. Les terroristes vivent parmi nous, mais nous n'avons pas de munitions pour les repousser. Les femmes sont arrivées avec une bombe. Nous ne savons pas d'où elles sont arrivées. Ils ont fait exploser une bombe près de notre mosquée.
Je le disais en titre, le pape François a célébré ce dimanche la messe de Pâques devant la basilique Saint-Pierre au Vatican. Dans son traditionnel message de Pâques, il a lancé un vibrant appel à ce que cesse l'extermination en cours en Syrie. Reportage. Lors de son message de Pâques avant la traditionnelle bénédiction Ubi et Orbi, le pape François a réclamé ce dimanche la fin de l'extermination en cours en Syrie et le respect du droit humanitaire. S'exprimant depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, il a également demandé les fruits de la paix pour le monde entier, à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. Aujourd'hui, nous implorons les fruits de la paix pour le monde entier, à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. Que soit respecté le droit humanitaire et que soit facilité l'accès aux aides dont ses frères et sœurs ont un urgent besoin, assurant en même temps des conditions convenables pour le retour de tous ceux qui ont été dispersés. Les fidèles, les touristes curieux et même des prêtres célébrants ont dû faire de longues files ce dimanche matin pour accéder à la place Saint-Pierre, passant de premiers filtres de sécurité à une centaine de mètres avec des détecteurs de métaux et des contrôles de sacs, alors qu'un large périmètre était fermé ce dimanche matin à la circulation. Et puis, la mission du CIO est de construire des ponts. Ce sont là des propos du président du Comité international olympique, Thomas Bach. Il espère que le sport pourra contribuer à la paix dans la péninsule coréenne. L'envoi des athlètes nord-coréennes aux Jeux olympiques de Tokyo et de Pékin est une preuve de la détermination du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Une action qui motive le CIO et présage de jours meilleurs dans la péninsule nord-coréenne. Après une rencontre avec le président nord-coréen à Pyongyang, le président du CIO a pris des résolutions. C'est la mission du Comité international olympique de toujours construire des ponts. Et en construisant ces ponts par le sport, nous espérons que nous pouvons également contribuer aux pourparlers politiques qui sont en cours. Nous nous en réjouissons et espérons qu'ils mèneront, dans l'esprit olympique, à la paix sur la péninsule coréenne. Nous les aiderons à participer à des compétitions internationales, à savoir des camps d'entraînement à l'extérieur du pays s'ils le veulent, et à participer à des compétitions afin qu'ils puissent acquérir autant d'expériences internationales que possible et être parfaitement préparés à participer aux Jeux olympiques. Les derniers Jeux olympiques d'hiver qui se sont tenus en Corée du Sud le mois dernier ont été l'occasion d'un rapprochement considérable entre le Sud et le Nord isolés. Ce dégel doit déboucher sur une rencontre le 27 avril entre le dirigeant nord-coréen et le président sud-coréen Moon Jae-in. Ce sommet doit être suivi par un face-à-face historique entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump en mai. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.